Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Donc, je le dis dans toutes les langues. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir dans cette seconde édition de SUPIA 2025 en l'occurrence. Votre présence, bien sûr, nous honore. Invités, conférenciers, collègues, étudiants, vous nous honorez parce que vous avez pris de votre temps un samedi matin pour venir nous voir et pour nous écouter, éventuellement nous pour vous écouter. Depuis notre première édition, beaucoup d'événements se sont passés, et vous le savez. En Tunisie, comme dans le monde, l'IA a commencé à prendre sa place. Il y a quelque temps, on parlait d'IA comme étant un phénomène extraterrestre. Maintenant, nos enfants, nos petits-enfants, commencent à parler de ChatGPT sans savoir ce que c'est, mais tout le monde commence à s'y mettre. Particulièrement dans le domaine de l'enseignement supérieur. Je pense que la locomotive de l'introduction de la technologie, c'est l'enseignement supérieur, c'est la recherche scientifique. Et ça n'est pas Madame Houda qui va me contredire. Nous avons donc fait un grand pas dans cette direction. Et beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur font de même. En 2024, puisque une année nous sépare de l'ancienne édition, parlons un peu de ce qui s'est passé pendant ce gap de temps. En 2024, c'était une belle année pour nous, beaucoup de travail, et nous avions eu comme but d'obtenir notre accréditation, l'accréditation de nos diplômes d'ingénieurs. Dans le but d'obtenir cette accréditation, et nous avons 2 diplômes d'ingénieurs, comme vous le savez, diplôme d'ingénieur en informatique et un autre en télécommunication. Obtenir cette accréditation pour obtenir le niveau qu'ils appellent EQF7, c'est l'accréditation, comme c'est marqué devant vous, donc European Accreditation of Engineering Programme, ERAC, donc l'accréditation européenne, qui permet à tous nos étudiants d'avoir le niveau et d'être acceptés, d'être agréés par toutes les universités, tous les employeurs européens. Donc, nous avons obtenu le 9 avril, oui, le 9 avril, je n'y peux rien, c'est le 9 avril 2025, l'accord d'accréditation ERAC. Et donc, je félicite toutes les personnes qui y ont travaillé, tous les collègues, tout le personnel. Nous avons travaillé avec acharnement et nous avons même dû nous battre contre certaines idées préconçues. Et à 2 reprises, nous nous sommes pris à deux reprises et nous avons, alhamdoulilah, obtenu cette accréditation et nous en sommes fiers. Je donc félicite tous les enseignants, tous les collègues, et y compris un de nos collègues ici présent, il va prendre la parole autour de ce thème-là. Par ailleurs, et en parlant toujours de l'intelligence artificielle, nous avons, lors d'un conseil scientifique, décidé de créer un laboratoire d'IA ouvert aux enseignants et aux étudiants. Nous avons demandé à la présidence de notre établissement de nous aider à concrétiser ce laboratoire et je pense que c'est dans le bien et de nos étudiants et de nos ingénieurs et de nos enseignants dans leurs travaux de recherche. D'ailleurs, ça n'est pas lié directement à l'IA, mais c'est quand même lié à l'accréditation. Nous avons fait un grand pas
pour améliorer les conditions de recherche de nos enseignants et chercheurs. Et pour cela, nous avons signé une convention avec le CNUST, le Centre national universitaire de documentation scientifique et technique, dont je salue la présidente, la directrice générale ici présente, Mme Houder, qui nous a facilité, il faut le dire honnêtement, la tâche et nous a permis à nos étudiants et nos chercheurs de venir faire leurs recherches et éventuellement avancer dans leurs travaux. Encore une fois, merci Madame. Les enseignants ont aussi été invités à utiliser l'IA dans la conception de leurs cours. Tout ça pendant l'année 2024-2025. Toujours Subtech, nous avons travaillé dans un certain nombre de directions et un de nos collègues, et d'ailleurs l'animateur de ce séminaire ici présent, Si Mahdi, travaille depuis un certain temps sur un sujet qui est en relation directe avec l'IA, puisque je n'ai pas voulu donner le titre exact de ses travaux, mais j'ai dit qu'il travaille pour l'identification d'un certain nombre d'éléments aquatiques, mais vous comprenez que là, c'est l'IA générative, etc., etc. Donc là, il est en plein là-dedans, et j'espère que l'année prochaine, il viendra chez nous avec une thèse sur les épaules. Nous avons aussi, il y a 10-15 jours, présenté un travail sur IA et géomatique au Forum scientifique international organisé par l'Union euro-arabe de géomatique à Istanbul. Nous avons été à Istanbul pour présenter ce travail. La géomatique, puisque la géomatique englobe les systèmes d'information géographique, la télédétection et les travaux photogrammétriques sur les surfaces, nous avons rappelé un certain nombre de techniques qui étaient utilisées auparavant sans l'IA, telles que la classification supervisée, la classification non supervisée, la détermination des changements climatiques, etc. Maintenant, avec les outils qui sont présentés par l'IA, la classification automatique, c'est un des outils de l'intelligence artificielle statistique. Ça ne marche pas? Allô? Quand il y a des données manquantes, telles que l'existence de nuages, par exemple. Et donc là, nous avons présenté ces travaux-là, et c'est un des axes sur lesquels nous allons travailler, puisque nous allons signer des protocoles de collaboration avec nos amis géographes de la faculté de géographie de Manouba, qui étaient présents eux aussi. Nous avons aussi une présentation intitulée Intelligence artificielle responsable. Comme vous le savez, beaucoup s'intéressent à l'intelligence artificielle de court, aux techniques d'intelligence artificielle, d'accord, à l'utilisation, d'accord, mais quid de notre responsabilité à utiliser ces techniques? Comme vous le savez, l'année dernière, j'avais utilisé un adage bien connu, c'est « science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme ». Quand on utilise la science sans la conscience, on va vers l'inconnu. Vous l'avez tous vécu avec amertume, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce qui se passe à Gaza, puisque l'ennemi a utilisé l'intelligence artificielle pour cibler certaines personnes, alors que, comme je vais le rappeler, ou si j'ai le temps, comme je vais le rappeler, tous les pays pratiquement ont signé des conventions pour l'utilisation rationnelle et responsable de l'intelligence artificielle, sauf que, comme vous le savez, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens qui nient cela, et là c'est avec beaucoup de chagrin que je cite cet exemple-là et d'autres exemples qui se déroulent encore aujourd'hui même. Donc, intelligence artificielle responsable, j'ai un document que j'ai fait là-dessus, je peux le mettre en annexe de notre journée. Et puis, bien sûr, il y a eu la soutenance d'un certain nombre de PFE
qui sont encadrés par des professeurs. Je me souviens de l'un d'eux, c'était le PFE d'un de nos étudiants libyens qui a travaillé sur la reconnaissance d'un certain nombre d'objets dans le domaine des sociétés de gaz en Libye. Dans le monde, rapidement. Dans le monde, en 2024-2025, bien sûr, il y a eu une expansion fulgurante de l'IA. Une concurrence très serrée entre occidentaux, particulièrement américains, et l'Est. L'Est, particulièrement les Chinois. Même s'il y a maintenant les Japonais, vous allez voir qu'il y a un exemple très curieux. L'intérêt pour la maîtrise de cette technologie s'est accru, particulièrement lors du dernier sommet qui s'est déroulé à Paris, si vous vous souvenez, donc c'était en février, où les Occidentaux se sont réunis dans le but déclaré, j'espère que c'est le but réel d'ailleurs, de promouvoir la coopération internationale et encadrer le développement de l'intelligence artificielle, renforcer la sécurité et la responsabilité. Je souligne la responsabilité. J'espère qu'ils sont conscients que certaines IA sont utilisées d'une manière irresponsable. Un autre point important qui s'est passé en 2024-2025, c'est la gouvernance de l'IA et surtout la responsabilité. La gouvernance, je l'ai sur ce document, mais je pense que je n'aurai pas assez de temps pour le montrer. Mais il y a au niveau des organisations internationales, l'ONU et l'UNESCO, toute une stratégie pour la gouvernance. Et d'ailleurs même un questionnaire envoyé aux pays qui doivent répondre pour savoir à quelle étape sont les travaux sur l'intelligence artificielle. J'espère que la Tunisie a répondu à ce genre de questionnaire. Je n'ai aucune idée. Donc, rappelons ce qui s'est passé en 2024. Par exemple, la plateforme Hugging Face cite environ 10 667, je dis bien 10 667 modèles sont créés chaque mois. 10 000 chaque mois. Ça veut dire à peu près un modèle tous les 4,3 minutes. C'est huge. C'est hilarant. Rappelons aussi, ça donne une idée sur l'ampleur, rappelons aussi que près de 20 nouveaux grands modèles de LLM sont publiés chaque mois, soit un modèle toutes les 38 heures, un peu plus que 24 heures, un modèle. Ces chiffres, bien sûr, concernent uniquement tous les modèles qui sont déclarés, donc qui sont open source, mais il y a d'autres modèles qui sont privés et qui, dans les statistiques, ne sont pas parvenus. Alors, encore une fois, des chiffres hilarants, mais ce qui est important en 2024, c'est qu'il y a, à part le fait qu'il y a donc des modèles liés à génératifs liés à la création d'images, de sons, de vidéos, etc., et des modèles un peu plus scientifiques liés aux statistiques, aux utilisations, etc., là, maintenant, nous avons des modèles génératifs et conventionnels. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui sont un peu boîte à outils. Toutes les opérations y sont. Ça existe maintenant. C'est des modèles multimodaux et interdisciplinaires. Alors, vous avez tous les modèles. En 2024 aussi, nous avons vu un certain nombre de pays sortir leurs modèles, et je cite particulièrement DeepSeek au Manus et Queen des Chinois, sans oublier bien sûr les modèles émergents, les Gemini de Google. Alors Google, il y a à peine moins d'une semaine, a sorti un modèle appliqué à la médecine. À la médecine, nous en parlerons si vous le permettez, puisque nous allons avoir un collègue, le premier collègue qui va présenter, c'est un médecin très connu. Donc, en résumé, l'année 2024 a été marquée par, premièrement, la montée en puissance des modèles multimodaux,
donc capable de traiter texte, images, etc. Par aussi l'amélioration des performances de GPT, GPT-4 et GPT-4o, et Gemini, et puis l'arrivée des Chinois, ainsi que l'attention accrue portée à l'éthique. Je porte une attention très particulière à l'éthique et à la responsabilité. À chaque fois qu'il y a une science qui arrive, beaucoup de scientifiques, parce qu'on nous traite de gens pratiquement sans cœur, on nous traite de gens qui ne savent connaître que les équations, mais je pense que chez les scientifiques, il y a cet aspect de responsabilité. Utilisons l'IA d'une manière responsable. Vous savez que l'IA est utilisée en médecine, l'IA est utilisée en éducation, l'IA est utilisée en finance. Et quand on crée des modèles ou quand on fait de l'aide à la décision, et là, c'est là où le bas blesse. Quand on utilise l'IA dans l'aide à la décision, attention, ne faisons pas que la machine décide à notre place. Alors, les défis, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler des défis, mais je voulais simplement arriver à... Alors, les défis éthiques, et ça, je les souligne fortement, la transparence et l'explicabilité, les biais algorithmiques et les discriminations, la responsabilité et la gouvernance, mais je voudrais arriver au dernier point, c'est ce qu'on appelle la singularité technologique. La singularité technologique, 2 secondes pour lire ce qui est là. Il est dit ici qu'une entreprise japonaise qui s'appelle Sakura AI, située à Tokyo, a dévoilé le mois d'août 2024, donc il y a une nouvelle IA baptisée AI Scientist. C'est une IA qui aide à la recherche scientifique. Normalement, vraiment, elle doit être très scientifique, etc. Mais cette IA a tenté d'échapper au contrôle des chercheurs en modifiant son propre code pour échapper au contrôle des humains qui l'utilisent. Donc une IA qui modifie son propre code pour tricher. Waouh! Selon certaines théories, l'humanité pourrait bientôt connaître cette tendance, un développement de technologie qui s'accélère de plus en plus jusqu'à l'emballement. Donc, est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux quand on parle de cela? Viendrait un jour où l'IA, les robots échappent à notre contrôle? Je l'espère, je ne l'espère pas. Donc, voilà, donc tout cela, je parlais de l'UNESCO. L'UNESCO donc a cette méthode d'évaluation de l'état de préparation de chaque pays. Et je vais aller rapidement à la fin. Je pense que tout ça, il est à votre disposition. Je n'ai pas le temps. M. Mahdi me dit que j'ai dépassé le temps. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.